Le face-à-face avec Angélique Souche sur NC Première. Les quelques 2000 habitants de la baie des Citrons sont-ils sacrifiés au nom de l'économie lucrative des boîtes de nuit ? Cette baie si convoitée doit-elle devenir de fait l'espace des uns ou des autres ? Les habitants du quartier se vivent aujourd'hui comme des victimes dont la santé physique et morale serait menacée, réalité ou fantasme paranoïaque. Autant de questions au cœur du face-à-face ce midi avec deux invités. Jacques Pignol, président de l'association des résidents de la baie des Citrons, et Jérôme Miret, vice-président du syndicat des restaurateurs, également gérant d'un établissement de la baie des Citrons. Messieurs, bonjour. 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 Alors Jacques Pignol, votre association a été créée en 2008 pour dénoncer des pollutions sonores émanant des établissements de nuit. 6 ans après, rien ne semble avoir changé. Finalement, est-ce à dire que vos dénonciations n'étaient pas justifiées ? Non, je crois qu'elles ne sont pas entendues plutôt. Avec le travail qui a été fait par l'association et le comité directeur qui est derrière moi, avec des compétences bien sûr affirmées, on n'avance pas parce qu'on n'a pas devant nous des décideurs qui sont prêts à travailler sur le dossier des nuisances sonores d'une manière générale, sur la réglementation, sur le bruit. Parce que les nuisances sonores, bien sûr, c'est notre quartier, on s'intéresse à notre quartier, mais on pense tout à fait naturellement à tout l'environnement de Nouméa et ailleurs. La preuve, c'est qu'on a un tas de contacts avec des gens qui soient à Montmou, au Mont-d'Or et ailleurs, qui ont les mêmes problématiques, mais différentes, bon, peut-être moindres, mais le bruit, il va falloir qu'on règle le problème du bruit sur la Nouvelle-Calédonie, ça c'est sûr. Alors Jérôme Miret, vous n'êtes pas un franc opposant à l'association de Monsieur Pignol. Vous êtes, j'allais dire, un opposant compréhensif. Vous, cette réalité, quelle en est votre perception ? Je rejoins M. Pignol sur le fait qu'il faille légiférer sur ce problème-là, puisque de toute façon, tant qu'il n'y aura pas de loi concrète avec des réglementations appliquées, on n'arrivera jamais à s'entendre tous ensemble de toute façon. Donc ça, c'est primordial. Donc je rejoins M. Pignol sur le fait de cette nécessité-là. À nous tous de nous mettre autour d'une table, certainement, avec l'association des riverains qui sont maintenant, a priori, beaucoup plus techniques 5 mois sur ces problèmes de loi, et après avec les autorités compétentes, donc j'imagine la mairie, la province, pourquoi pas le gouvernement, je ne sais pas. Alors vous plaidez coupable, finalement ? Non, je plaide pas coupable du tout. Non, j'ai pas dit ça non plus. Non, je plaide pas coupable, mais j'exclus pas que certains confrères peuvent évidemment dépasser un peu les limites. Dernièrement, il y a eu des sanctions qui ont été prises. Alors, pas forcément sur le bruit, sur d'autres soucis. Des fermetures administratives. Par rapport à l'alcool. Voilà, liées à l'alcool. Maintenant, il y avait un courrier de M. Pignol qui relatait ça en disant que lors de ces fermetures-là, il y avait une nette amélioration. Maintenant, je ne pense pas qu'on puisse se réjouir de ces fermetures-là, puisque ça génère quand même quelques centaines d'emplois sur la baie des Citrons. Donc, ça génère aussi des revenus pour quelques centaines de familles. Donc, je ne pense pas qu'on puisse sacrifier ça non plus. Maintenant, il faut faire les choses en bonne intelligence. Donc, c'est de trouver une solution tous ensemble pour trouver une réglementation qui soit appliquée. Et les personnes qui ne l'appliqueront pas devront être sanctionnées à ce moment-là. Alors, Jacques Pignol, concrètement, de quoi parle-t-on ? À quel décibel êtes-vous soumis, finalement, pendant combien de temps ? Quel est votre supplice ? Le supplice, il est contenu dans les expertises que nous avons faites et que nous avons déposées donc, dans le recours au tribunal administratif. En clair, pour vous imaginer... Pour imager la situation, si des règles de style des normes européennes, par exemple, étaient appliquées sur le territoire, c'est ce qui s'applique à peu près partout. Le bruit que nous avons dans nos appartements en haut de la baie des Citrons, notamment dans la partie supérieure où il y a tous les résidents qui sont là-haut depuis 30-40 ans, parce qu'on reviendra, c'est pas des gens qui arrivent, c'est des gens qui habitent depuis très longtemps et qui subissent cette pollution. Le bruit qu'ils reçoivent chez eux, fenêtre ouverte, c'est le bruit qu'on devrait entendre à la porte des établissements en bas. Et ce bruit, il a parcouru 200 mètres. Alors vous comprenez que ça représente un différentiel tel que d'abord, avec 65 décibels dans les appartements, il y a des dégrammes. C'est l'équivalent d'une ambiance très turbulente, très marquante, qui fait que on ne peut pas dormir à 65 décibels, c'est pas possible, alors il faut s'appareiller. Et ce que je voulais bien faire remarquer, c'est que si une réglementation était appliquée, il n'y a pas de raison qu'elle soit différente de ce que des recommandations européennes, par exemple. Ça veut dire que à la porte des établissements,
Après, bon, les établissements, ils font ce qu'ils veulent, ils ferment pas. Mais normalement, on n'a pas le droit de diffuser la nuit un bruit supérieur à 60 décibels et 65 décibels le jour. Voilà. Et donc, ce bruit qui est devant la porte des établissements, nous, on l'a dans notre salon. Voilà exactement l'évaluation de... Mais vous parlez, vous dénoncez non pas une gêne, vous dénoncez un problème de santé publique. Ah, c'est la santé. Mais bien sûr, parce que le bruit a des conséquences sur la santé. On ne peut pas imaginer. Là, c'est dommage. On aurait pu inviter un médecin, docteur Poncher, d'habitude m'accompagne. Je le salue en passant parce qu'il nous aide bien sur le plan médical. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les musiques modernes, notamment les basses de synthèse, qui sont fabriquées comme de synthèse, ne passent pas par l'air, passent par le sol, passent par les bétons armés, remontent dans les sous-sols. Et un enfant, un adulte qui dort, lui perçoit ces vibrations, ce sont des vibrations, et le cœur se met au même rythme qu'en dormant, au même rythme que cette production musicale. On fabrique des cardiaques sans s'en rendre compte. Ça transite par les os, puisque ce sont les matières dures, toutes les matières qui transmettent les basses fréquences, par les os, les matières dures, et donc ça arrive au cœur, et le cœur, lui, en pleine nuit, il continue à travailler. Mais c'est comme ça qu'on fabrique des cardiaques. Évidemment, ce n'est pas spontané, heureusement d'ailleurs, mais voilà un des effets. Alors je ne parle pas après tout ce qui touche à la santé, les nuisances pour dormir, les insomnies, etc. Parce que, je veux dire qu'aujourd'hui, qui peut dire que le bruit est une nécessité pour vivre? Non, c'est un fléau quand il est à ce niveau-là. Jérôme Miret, quand vous entendez cette analyse médicale, est-ce que vous n'avez pas peur finalement pour votre propre santé? Si, j'aurais presque envie de fermer dès aujourd'hui. Non, je plaisante évidemment. Je comprends ces problèmes de santé. Maintenant, j'en ai pas du tout les compétences pour vous dire c'est vrai, c'est faux, les affirmer, les confirmer. Je ne saurais pas vous dire. Maintenant, le problème, encore une fois, je le comprends. Il y a une nécessité pour légiférer, aux personnes compétentes pour de le faire, évidemment. On est prêt à se réunir avec qui de droit pour le faire. Maintenant, on ne peut pas non plus mettre tout le monde dans le même panier parce qu'on dit les établissements de la Baie des Citrons. Je ne suis pas d'accord quand on dit les établissements de la Baie des Citrons. Pour moi, c'est une minorité de personnes et de gérants peut-être plus ou moins scrupuleux qui vont agir de la sorte. Voilà. Nous, on s'est réunis avec les différents commerçants et propriétaires du complexe de la Baie des Citrons. À 90%, on a noté qu'on n'est pas tous traités de la même manière face aux problèmes de nuisance au niveau des rapports qu'on peut rencontrer avec la police municipale ou caisse nationale. Voilà, donc il y a certainement des personnes qui sont peut-être protégées autour de ça, et ce sont ces personnes-là qui vont nuire à la santé de M. Pignol et des différents adhérents de ces associations-là. Parce que je pense que de bonne foi, 90% des professionnels de ce milieu-là sont prêts à discuter et à trouver des accords intelligents qui soient harmonieux pour les riverains et pour aussi permettre de continuer notre activité. Alors j'ai eu l'occasion de discuter avec l'un de vos confrères, je ne sais pas s'il fait partie des responsables ou des professionnels moins responsables, et qui me disait finalement tout ça c'est bien gentil, mais nous on accueille 6000 personnes par soir le week-end, donc on ne va pas sacrifier ça pour finalement la tranquillité de quelques dizaines de personnes. Est-ce que c'est aussi simple que ça? De 2000 à 3000 personnes. Alors justement, c'est une vraie question, Jacques Pignol. Dans votre introduction, vous avez cité 2000 personnes, effectivement, la Baie des Citrons. Et puis je dis, il n'y a pas que la Baie des Citrons, il y a aussi tout le quartier environnant. C'est-à-dire ça représente peut-être plus de 2000 personnes telles que vous l'avez dit. Il y a 10 personnes dans un comité qui sont vraiment très attachées à défendre. Est-ce que vous représentez aujourd'hui justement tout le quartier ? Peut-être pas, on ne peut pas avoir la prétention de représenter tout le quartier, mais dans l'association avec 200 adhérents par famille, 4 familles, bon, on va dire, ça fait 1000 personnes, mais vous savez, vous avez un tas de gens, je veux dire. Et je ne vais pas mâcher mes mots, il y a des gens qui habitent le quartier, qui sont complètement d'accord avec nous, mais qui ne veulent pas apparaître dans l'association pour des tas de raisons et que je peux comprendre, des vieilles familles, etc. Parce que, bon, elles ont leur intérêt aussi peut-être à protéger. Mais vous savez, c'est tout un contexte très... Mais vous savez, quand vous avez... Et puis vous savez, les phénomènes de société, quand bien même on serait tout seul, quand on voit que notre territoire n'est pas capable de légiférer sur un problème de société aussi simple à régler, ce problème, il est réglé partout ailleurs. On ne peut pas aller dans une quelconque ville française sans avoir réglé ce préalable. Et si aujourd'hui, M. Hiré pose les problèmes, effectivement, même, je dirais, interprofessionnels, c'est que même entre eux, tant qu'ils n'ont pas
ils n'auront pas une règle pour fonctionner, mais eux, ils ne s'en sortiront pas parce qu'il y a une concurrence que je trouve parfois nécessaire. Mais il y a 11 établissements. La mairie a autorisé, dans un espace restreint, 11 établissements qui ont les mêmes missions, qui sont mitoyens et qui ont des boutons, vous savez, Qu'est-ce que vous appelez la concurrence des décibels? Mais la concurrence des décibels, c'est absolument... Oui, effectivement, il peut y avoir parfois une concurrence des décibels qui est entre guillemets, organisée spontanément, du coup, du fait que certains ne respectent pas forcément le voisinage. Maintenant, le fait qu'il y ait autant d'établissements réunis au même endroit, je ne pense pas que ce soit un problème en tant que tel si les choses sont réglementées et si jamais il y avait une personne qui avait l'occasion de transgresser cette loi-là, puisse être sanctionnée et que ce soit réellement fait et de manière équitable. Si tout était fait de cette manière-là, il n'y aurait pas ce problème de gaillère, puisque si jamais il y avait une limite qui est de, 90 décibels par exemple, celui qui a 92, il sait qu'il s'expose à une sanction. Donc, celui qui a 88, il est dans les clous. Celui qui a 92, il s'expose à cette sanction-là. Donc maintenant, encore une fois, à qui de droit de légiférer pour dire, voilà, c'est telle limite, on ne dépasse pas cette limite-là, et tout le monde s'y tient. Voilà. On va y revenir. Jérôme Miret, l'enjeu économique, finalement, parce que là, c'est ce qui est en balance. On parle de santé publique et puis on parle d'économie. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça rapporte, la baie des Citrons, aujourd'hui? Financièrement? Bien sûr. Je pense que tous les établissements arrivent à vivre correctement, mais du fait qu'il y a aussi cette attractivité de la zone, puisqu'il y a une personne qui va venir se promener en famille pour manger au restaurant, il a besoin de se dire je vais faire 2 km là, puis finalement ça ne me plaît pas, je vais refaire 2 km à droite. Puis après, finalement, non, repartir 2 km de l'autre côté. Il arrive sur un centre commercial où il y a plusieurs restaurants, plusieurs types de restauration, plusieurs types d'ambiances musicales, plusieurs types de discothèques ensuite pour les plus nocturnes. Donc ça donne aussi le choix aux Nouméens et aux Calédoniens en général de se divertir. Donc la concurrence, moi je la trouve nécessaire et saine. Je trouve que le complexe, il peut être génial, à condition évidemment qu'il y ait des lois qui soient respectées. Alors vous parliez justement... Oui, je vais rebondir sur ce que dit M. Huret par rapport à l'impact économique. Je veux dire qu'aujourd'hui... On parle toujours de centaines d'emplois dans la balance. Oui, non mais attendez... Ça, c'est incontestable. Je veux dire, aujourd'hui, heureusement qu'il y a des gens dévoués qui travaillent la nuit. C'est pas simple. Des personnes qui travaillent la nuit dans des conditions difficiles. Travailler dans les boîtes de nuit, on sait ce que c'est. Bon, on n'a pas parlé des problèmes liés après au personnel qui travaille dans le bruit, mais ça, c'est encore un autre problème. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Nous, c'est notre préjudice que l'on voit. Mais on ne peut pas contester que cette activité économique, elle est nécessaire. Nous, ce que l'on conteste, c'est qu'elle a été mise dans des conditions qui sont matériellement, je dirais, qui ne sont pas viables, parce que ce centre commercial n'a pas été conçu pour recevoir ces établissements de nuit. C'est-à-dire qu'au début, c'était des petits commerces plutôt touristiques. Bien sûr, les murs de 10 cm, etc. C'est-à-dire qu'une boîte de nuit, c'est quelque chose que l'on conçoit à la construction, à la base de la construction. Quand on parlait tout à l'heure de nuisances par les basses fréquences. Mais pour construire une boîte de nuit, les basses fréquences, ce sont des dalles flottantes. Ce sont des qualités techniques qui sont faites par des bureaux de BTT. Il y a comme ça qu'on réglera. Moi, ce que je reproche, c'est qu'on a transformé ce centre commercial d'une manière, mais vraiment, je veux dire, irresponsable en établissement qui aujourd'hui nuisent entre propriétaires d'établissements et nuisent bien sûr les riverains qui sont autour. Et quand vous savez, au départ, on n'a pas conçu la structure du bâtiment pour faire ce type d'activité, mais c'est sûr. Vous savez que la réglementation prévoit de faire une étude d'impact. Chacun, monsieur Huret le sait, l'étude d'impact qui coûte 500 000 francs. Une étude d'impact, c'est quoi? L'étude d'impact sur l'impact sonore. Sur l'impact sonore. Tous les professionnels de la place ont été soumis à cette obligation-là, donc de demander un rapport sur l'impact sonore en fait lié aux différentes activités nocturnes. Vous êtes dans les clous? Tout le monde l'a fait, mais le problème, c'est qu'on a un rapport, mais on ne sait pas ce qu'il faut en faire. Il n'y a pas de loi applicable, donc on ne sait pas. Il y a des recommandations qui sont faites, mais basées sur quoi? On ne sait pas. C'est un gag de l'administration. Quand on prévoit l'obligation de fournir un document de cette qualité, ce sont des experts acousticiens. Une étude d'impact, c'est quand même un travail de technicien. Mais il n'y a pas de sanction, c'est ça?
Il y a même pas, c'est même pas la sanction. C'est que l'étude d'impact, c'est une analyse technique des effets sonores à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. L'ingénieur acousticien fait des préconisations de travaux pour venir dans des normes. Alors lui, il me dit, mais moi, dans quelles normes? Parce qu'il n'y en a pas 50 sur le territoire. On va se reposer sur les normes européennes. Je veux dire, tous les établissements ont des travaux à faire, mais qui ont un coût exorbitant, qui fait qu'aujourd'hui, non seulement ils ne sont pas obligatoires, parce que la délibération provinciale 2011 oblige l'étude d'impact, mais n'oblige pas les travaux qui sont contenus dans l'étude d'impact. Moi, je dis, c'est se moquer, je dirais, des populations et notamment des établissements, des patrons, que d'exiger un document coûteux pour ne rien en faire. Et ces documents, je peux vous dire, je les ai vus, ils sont entassés dans un bureau. Et il y a une pile dans un bureau qui ne sert à rien. Alors, à qui la faute? Qui est responsable finalement aujourd'hui de cette situation que j'ai envie de qualifier d'anarchique? Le législateur que nous avons rencontré, je peux vous le dire, j'ai rien à cacher, j'ai rencontré la présidente l'année dernière, donc Madame Ligard, qui m'a laissé entendre qu'il n'était pas question d'obliger la réalisation des travaux d'insonorisation. La réunion a été vite écourtée. Je veux dire qu'aujourd'hui, un responsable élu politique du territoire qui a la charge de légiférer sur le bruit dans le cadre bien sûr du code de l'environnement. Il faut fixer les seuils, il faut une base. Et qui me dit « je n'obligerai pas les travaux », bon ok, on n'a rien à se dire. C'est ahurissant de voir qu'un politique en soit arrivé à avoir une obligation, je dirais, de production administrative et de rien faire. Voilà. Pourquoi, selon vous, ce refus de légiférer sur l'obligation des travaux? Parce qu'elle nous dit, elle voudrait savoir en savoir le coût. Savoir le coût, je veux dire, c'est facile. Ça va coûter très cher. Vous savez, Jérôme Miret, par exemple, pour votre établissement, ce que ça pourrait vous coûter, ou en tout cas, en moyenne, pour un établissement de la baie des Citrons? Pour une discothèque, à mon avis, on parle de quelques millions, voire même dizaines de millions. Ouais. Est-ce que sincèrement, c'est un investissement à long terme? Est-ce que c'est rédhibitoire pour ce type d'établissement? Quand on rappelle les chiffres, une fréquentation de 6-7 000 personnes par soir de week-end. Oui, après, ça va concerner seulement 3 ou 4 établissements de la baie des Citrons, puisqu'on n'est pas tous voués à faire ce genre de manifestations nocturnes. Donc, sur ces 3-4-là, je ne saurais pas vous dire si eux en ont les finances pour le faire. Je ne pense pas, puisque c'est vrai que ce sont des coûts quand même très, très importants. À mon avis, non. Maintenant, après, ça peut se budgétiser effectivement sur plusieurs années. Peut-être qu'il peut y avoir aussi peut-être des subventions, si c'est dans le cadre d'une loi spécifique et d'accord au préalable entre tout le monde. Oui, ce que je veux rajouter, M. Hiré, c'est que l'expert... D'ailleurs, on a choisi le même expert, il n'y en a pas 50, pour faire nos propres expertises, nous dit bien, ça passe d'abord par la fermeture physique des établissements. Ça veut dire que dans la conception d'un établissement, il faut fermer les portes et les fenêtres. Est-ce que ça, pour vous, c'est viable, Jérôme Miret, la fin des terrasses ouvertes? Alors, sur certains créneaux horaires, alors je ne sais pas si tous mes confrères vont partager cette opinion-là. Moi, j'ai la mienne, en tout cas, donc c'est pas le vice-président qui parle, mais Jérôme Miret en tant qu'exploitant. Il y a des villes, en tout cas en métropole, qui agissent de cette manière-là. Les terrasses sont autorisées jusqu'à minuit et demi. À minuit et demi, les établissements, donc bars de nuit ou discothèques qui disposent d'une terrasse en journée, ont l'obligation de la fermer et l'activité se passe ensuite à l'intérieur. Donc c'est un peu sur deux rythmes. Un rythme, on va dire, sur un horaire qui reste cohérent, et plus tard sur quelque chose de fermé pour isoler complètement le bruit. Oui, il y a effectivement quelques dispositions saisonnières, mais ici, la saison, elle est toute l'année. Jacques Pignol, là, vous venez de pointer du doigt la province sud. Pourtant, vous avez écrit je ne sais combien de courriers à la mairie de Nouméa. Qu'est-ce que vous en attendez de cette mairie? Alors, on va revenir un peu sur le plan, je dirais, des responsabilités, des institutions. Parce que là, il y a très clairement, encore une fois, un millefeuille de responsabilités. Alors, le premier adjoint, la maire de la mairie, cette semaine dans la presse, annoncé effectivement la mairie n'a pas de responsabilité dans la législation contre le bruit. Vous savez, quand un élu dit qu'il n'a pas de responsabilité, je veux dire, déjà, moi, ça me froisse. Un élu... Alors, je précise que la mairie de Nouméa avait été invitée pour participer à ce débat et qu'elle n'a pas souhaité honorer cette invitation. Eh bien, c'est bien dommage, parce que j'aurais tenu le même discours, avec la même courtoisie, mais dire que n'a pas la responsabilité législative pour produire les lois, c'est vrai sur le plan de l'organisation institutionnelle. Mais quand on est un élu et qu'on a la charge de la tranquillité publique,
On ne peut pas tolérer qu'un élu dise « je n'ai pas ceci ». Non, mais alors la question, qu'est-ce que vous avez fait pour que le législateur, qui est à vos côtés, qui est une institution parallèle, la province sud ou le gouvernement, qu'est-ce que vous avez fait? Quelle intervention vous avez faite pour que justement ce cadre réglementaire soit proposé au vote de votre collectivité? Parce que vous savez que la Calédonie, il y a des législateurs. La province sud légifère et la mairie a des délégations de compétences. Et la mairie a bien elle-même établi un arrêté de 97 sur le bruit. Oui, alors si on en revient là-dessus, je voulais finir avec ce problème, mais effectivement, il y a beaucoup à dire, parce que moi, et d'ailleurs j'en ai parlé avec tous les élus, aujourd'hui on a un arsenal réglementaire et de répression, à la limite, suffisant pour faire respecter le minimum. Mais vous savez, quand... et là, M. Uri va me regarder, il va me fusiller là, du regard. Parce que la troisième phase de sanction, c'est la fermeture définitive. Alors, bien sûr, il y en a un qui m'a dit, mais vous ne pensez pas qu'on puisse faire fermer? Mais je veux dire, déjà, vous avez déjà réglé le problème en disant les établissements continueront à faire ce qu'ils veulent. Ils sont sûrs. Qu'est-ce que vous nous dites? C'est tout simplement que cet arrêté n'est pas appliqué, la réglementation voilà. qui Le existe minimum de réglementation existante n'est pas appliqué, ça c'est sûr. Alors bien sûr, il ne convient pas toujours, parce que bon, vous savez, les institutions ont évolué sur le territoire depuis 88, depuis Accord-Matillon, etc. C'est pour ça qu'il faut retravailler ce dossier pour protéger, je répète bien, c'est pour protéger la santé des citoyens. Je veux dire, c'est quand même éminemment important que de protéger leur santé. Voilà. Moi, je suis obligé de me consterner quand on parle de fermeture complètement pure et simple. Je ne peux pas laisser dire que c'est envisageable. Ou alors on serait la seule ville au monde avec un littoral qui serait mort, en fait, de toute activité commerciale. Pour moi, c'est une hérésie totale. Oui, mais c'est la répression auprès de ceux qui sont en faute. Je veux dire, aujourd'hui, si les gens étaient raisonnables, il n'y aurait pas de fermeture. Voilà. Finalement, est-ce que ça marcherait si vous, professionnels, vous aviez un petit peu plus, entre guillemets, la pression policière, la pression policière, moi, d'un point de vue personnel, je l'ai régulièrement. Hein. J'ai ouvert un restaurant où j'ai eu 22 contrôles en 30 jours. Alors, je peux vous dire que la pression policière, je l'ai eue. Alors, finalement, pourquoi vos voisins ne l'ont pas? Comment? Vos voisins ne l'ont pas? Ah non, je pense qu'on n'est pas tous traités à la même enseigne de ce côté-là, effectivement. C'est l'objet du courrier, d'ailleurs, où on s'est réunis à 90% du complexe pour dénoncer, en fait, justement, ces agissements. Donc là, alors, clairement... J'ai noté un mot, quand même. Ouais. Vous parlez de mafia, ou en tout cas de pratiques mafieuses. Le mot est fort, d'inspiration mafieuse. Maintenant, de clientélisme, certainement, oui. C'est-à-dire, je pense qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. Si je devais raconter une anecdote que j'ai eue, moi, dernièrement... il y a quelques mois de ça, la veille de la venue de François Hollande sur le territoire. J'ai été contrôlé, enfin, si on peut appeler ça un contrôle, par un agent de police qui est venu clairement dire « c'est pour toi que je viens ». Manifestement, je faisais constater avec une quarantaine de clients autour qui avait le bruit venait pas de là, mais de l'établissement voisin. Il m'a dit, j'en ai rien à faire, c'est pour toi que je viens. Donc, je suis obligé à ce moment-là de monter au créneau et lui dire que je suis obligé de le considérer comme quelqu'un qui me mentait. Et là, on me menace de me mettre en garde à vue pour ça. Je pense que ça déplace un petit peu l'entendement. Alors, si j'ai bien compris, c'est le genre de situation qui vous a poussé à vous aussi, finalement, voilà. Votre point d'accord avec Monsieur Pignol à interpeller Madame le maire. Vous l'avez vu hier. Voilà, on l'a vu. Le courrier est adressé à Madame la députée maire, au commissaire de la République et à Madame le procureur de la République. Alors, qu'est-ce qu'elle vous a dit face à cette injustice que vous dénoncez? Elle tombe des nues. Elle tombe des nues, parce que je ne pense pas que ce soit une volonté de la mairie d'agir de la sorte ou des différents élus. Maintenant, je pense qu'il y a un petit panier de crabes en dessous qui doit certainement faire leurs petites affaires. Je ne sais pas comment, je ne saurais pas vous dire les tenants et aboutissants. Maintenant, quand on constate, nous, dans la pratique, c'est qu'on n'est pas logés tous à la même enseigne. Donc, c'est ce qu'on dénonce dans ce courrier-là avec les différents commerçants et propriétaires du complexe de la baie des Citrons. Donc, c'est un combat... Donc, c'est pour ça que ça rejoint aussi un peu le combat que peut avoir M. Pignol. C'est qu'on n'est pas contre la discussion et la mise en place de mesures pour pouvoir assainir la situation entre les riverains et les commerçants. Maintenant, moi, d'un point de vue personnel, il m'est compliqué d'investir plusieurs millions dans des travaux d'aménagement qui vont permettre effectivement peut-être d'assainir en tout cas les nuisances sonores.
si le voisin d'à côté n'est pas contraint de le faire aussi. Bien sûr. Puisque si moi on me demande de fermer une certaine heure, d'avoir un établissement clos, et que le voisin à côté, il est impuni par exemple, et qui peut ouvrir en toute impunité, donc complètement, forcément, on arrive sur une concurrence déloyale. On peut pas agir de la sorte. Donc c'est pour ça, encore une fois, je répète, la nécessité d'avoir des règles bien déterminées, et ensuite qu'elles soient appliquées de la même manière pour tout le monde. Voilà. Ça, ce sont les conséquences. Je rejoins aussi M. Ray. Les conséquences, vous imaginez que gérer la commune, je ne m'arrête pas, tous ces établissements nocturnes qui sont mitoyens. Mais comme il dit, on me taxe de faire du bruit, mais non, c'est pas moi, c'est celui d'à côté. Mais on ne sait jamais. D'ailleurs, quand la police, certains téléphones... Sachant que le contrôle est au bon vouloir de l'agent. C'est à l'oreille de l'agent. Donc, oui. C'est compliqué de sanctionner quelqu'un à l'oreille de l'agent. Tout à fait. Et le bruit étant subjectif, c'est encore plus compliqué, sauf qu'aujourd'hui, ils ont des sonomètres, donc ils peuvent pas. Et il y a des OPJ qui, eux, ont les officiers de police judiciaire qui ont compétence pour reconnaître un tapage. C'est-à-dire, oui, effectivement, mais on ne donnera pas l'évaluation. Mais ce que je veux dire, c'est que la mairie, je reviens là-dessus parce que c'est quand même les autorisations données par la mairie, toutes les autorisations ont mis dans les conditions vraiment épouvantables, côte à côte. Alors ça va faire, je sais pas, en tout, je crois que ça fait 20 établissements qui ont une activité, la plupart 11 nocturnes, des autres restaurations. Mais attendez, oui, on voit ça dans quelques stations balnéaires, mais je veux dire, là, on est en centre-ville, dans une ville qui vit toute l'année. Et donc, quand il dit, il y en a qui font, il y en a qui font pas, je veux dire, aujourd'hui, tant qu'il n'y aura pas une réglementation précise qui fixera les seuils de nuisance, eh bien, on ne s'en sortira pas parce que le bruit reste subjectif. Voilà. Alors justement, l'une de vos requêtes, c'est cette réglementation, les seuils de nuisance, vous l'avez dit. On est sur une norme européenne, 60-65 décibels. Il y a d'autres, finalement, alternatives. On a notamment dans les cartons un plan Nouméa 2025 qui prévoit tout simplement le déplacement de cette zone d'animation nocturne à l'horizon 2025. Jérôme Mieray, est-ce que c'est pour vous quelque chose d'envisageable de quitter la baie des Citrons ? Moi, d'un point de vue personnel, non. Personnel soyons très francs, économiquement parlant, est-ce que vous pourriez fonctionner, être aussi rentable ailleurs qu'à la baie des Citrons ? Je ne pense pas. Après, il faut voir l'endroit où ça pourrait être envisagé. Maintenant, je pense que les Nouméens sont attachés maintenant à cette baie aussi commerciale. Donc, il n'y a pas que les commerçants qui sont contents de venir. Il y a aussi les clients. Il y a venir boire un verre en terrasse ou venir manger en terrasse en famille. C'est agréable pour tout le monde. Monsieur Pignol, j'imagine que vous aussi, vous avez l'occasion d'être client dans certains établissements pour venir manger avec votre épouse. Bien sûr. Voilà, et c'est agréable. Donc, on ne peut pas fermer tout un complexe parce qu'il y en a 2 ou 3 qui ne vont pas jouer le jeu. Jacques Pignol, est-ce que pour vous, cette solution extrême, finalement, à un moment donné, il faudra l'envisager ? Mais écoutez, j'ai toujours tendance à faire confiance à ceux qui font des études. Si cette étude est sortie dans la perspective 2025, c'est qu'ils ont considéré effectivement que la situation n'était pas viable à terme. Et puis je vais rappeler, le quartier est un quartier classé UB1, classe à haute densité résidentielle. Je veux dire, comment les élus ont accepté devant cette classification qui est connue de tout le monde, ça veut dire qu'il y a surtout une vie de résidence, mettre des entreprises qui sont polluantes, parce qu'il ne faut pas le dire, par le bruit. Je veux dire, déjà... Alors, je comprends que ceux qui ont travaillé, donc l'étude qui a été faite, disent, à terme, on ne peut pas laisser les boîtes là. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe dans toutes les autres métropoles ? On retrouve les boîtes dans les périphéries où pas très loin des supermarchés, parce qu'il y a des immenses parkings, des grandes boîtes où on peut accueillir parce que là, franchement... Mais là, pour le coup, les boîtes de nuit, la baie Citron, vous appelez ça des boîtes de nuit ? Enfin, moi, je l'ai connu. Attendez, moi, je l'ai connu, super, les boîtes de nuit. Ah, vous êtes déçu, en plus de la déçu. prestation, Jérôme C'est pas ça, j'attends des boîtes de nuit. Moi, j'attends des grands trucs, des lights partout, et du monde, etc. Là, ce sont plusieurs... C'est la musique qui vous plaît pas, finalement. Écoutez, moi, je serai professionnel, je sauterai sur l'occasion pour aller développer une entreprise d'une autre envergure. Chaque petite boîte de nuit. Et en plus... Je ne parle pas du plan sanitaire. Bon, attendez, alors là, M. Iri, il est complètement aussi dedans et ça le préoccupe.
la structure n'est pas faite pour recevoir des milliers de personnes. Aujourd'hui, les pollutions, on en parlera sur le temps, la pollution aujourd'hui, et c'est d'actualité, ça date d'hier, la pollution, elle est devant le centre commercial, elle ne tombe pas du ciel, elle vient du centre commercial. On va y revenir. Moi, je ne suis pas d'accord parce qu'on nous a demandé dernièrement ne montrer pas le blanc, justement, par rapport à ces pollutions. Là, on parle de pollution maintenant liées à l'environnement. Hein. On n'en parle plus de bruit. Alors, c'était l'allusion, en effet, voilà, de Jacques Pignol, j'imagine. Oui. On nous a tous demandé d'avoir des contrats d'entretien avec la preuve comme quoi nous étions tous reliés à des bacs à graisse ou des choses comme ça, et avec un entretien qui soit périodique, donc mensuel, trimestriel ou semestriel, en fonction de la capacité des différents bacs. Je pense qu'on l'a tous fourni. Donc, ouais, mais d'actualité, pourquoi ? Soyons très clairs, Jacques Pignol, donnez-nous votre information. Vous avez, là, cette fois au nom de PLP, des relevés négatifs cette semaine pour la baignade à la baie des Citrons. Je vais aller un peu dans la confidence parce qu'on traite un dossier sous-jacent pour démontrer que cette baie des Citrons, elle se souille régulièrement. C'est pas d'aujourd'hui. Martine Cornaille, PLP, vous le racontez, ça fait des années qu'elle dénonce des pollutions. On a réussi. Alors, notre association a été vigilante sur le centre commercial et justement le balai de tous les camions de vidange, etc. On dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Comme par hasard, on est observateur de notre quartier. La station de relevage était inopérante depuis plusieurs années et tout le surplus allait à la mer et régulièrement les Escherichia coli, etc., les entérocoques sont un nombre incalculable et en plus on n'était pas en confiance avec les organismes qui faisaient les relevés et qui les publiaient parce que nous de notre côté on fait les analyses. Elles sont toutes positives et souvent à côté elles sont... Positives donc pollution. Et là, les dernières, je peux vous dire, on les a pas rendues publiques, parce que toujours pareil, vous savez ce que ça coûte une analyse pour tous les points, il y en a pour 200 000 francs chaque fois, il faut mettre des experts, des huissiers pour le contrôler. Que disent vos analyses ? Pardon ? Que disent vos analyses cette fois-ci ? Je vous dire la dernière, toutes les plages de Lansvata, tous les coins de Lansvata jusqu'à la Fiesta sont pollués entre 2 et 7 fois supérieurs à la moyenne. En entérocoque, la dernière analyse. On va en faire une prochainement, on ne dit jamais les dates, mais on garde tout ça pour démontrer qu'effectivement, il y a un impact considérable sur les eaux de baignade. Voilà. J'aimerais, Jacques Pignol, qu'on revienne et qu'on termine, il nous reste quelques minutes, sur notre sujet des pollutions sonores. Vous êtes allé j'allais dire, à une démarche extrême. Vous avez déposé un recours au tribunal administratif contre le gouvernement, contre la présidence du gouvernement, contre la présidence également de la province sud, pour abus de pouvoir. Expliquez-nous. Oui, parce l'intitulé il vous manque une étape, je suis désolé, je ne voulais pas faire. Parce qu'on a d'abord fait un recours administratif préalable. Ce premier recours administratif préalable est une démarche amiable, c'est-à-dire qu'on a envoyé un courrier par avocat aux deux institutions pour le demander, alors sous le même développement, leur dire qu'ils ont les compétences et le devoir de légiférer pour fixer les seuils de nuisance. Pour le moment, les seuils de nuisance sur le territoire ne sont pas définis. Les deux collectivités avaient 3 mois pour répondre. Elles n'ont pas répondu, on n'a même pas eu une communication. Ça veut dire que la procédure qui est officielle donc, dans ce type de dossier, on passe à l'étape supérieure, c'est-à-dire en gros, le même dossier, avec les mêmes arguments, sont déposés au tribunal administratif et on demande au président de juger notre requête, est-ce qu'elle est recevable ou pas. Voilà. Et donc, ça a été déposé en décembre, il me semble vers le 15. Donc, écoutez, dans un mois ou deux, je pense qu'on aura une réponse. Et alors, bien sûr, on ne va pas fanfaronner, on ne sait pas quel sera le contenu du jugement de tribunal administratif. J'espère qu'on a été convaincant. Mais si dans la première étape, le juge oblige les collectivités à légiférer, et si elles le font, mais ça, on sera très, très vigilant. Une fois que les seuils de nuisance seront définis sur le territoire, après, on pourra embrayer sur une réglementation. Mais il faut que ces seuils soient définis. Faire une réglementation sans avoir de base technique et d'appréciation, ça ne sert à rien. Voilà. Alors, on n'a pas voulu tout cumuler, parce que le dossier est relativement complexe. On a commencé par la première étape, elle sera peut-être longue après. Mais bon, on prend les choses les unes après les autres. L'objectif, c'est
d'obtenir une réglementation sur le bruit et faire que les activités économiques que l'on soutient aussi ne soient pas un préjudice aux riverains, tout simplement, et protéger la santé. Voilà. Mais on est complètement d'accord avec l'activité. Finalement, justement, dans ce combat que vous ne menez pas de front commun, mais que vous partagez, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une écoute commune des autorités, que ce soit la province ou que ce soit la municipalité ? Moi, à plusieurs reprises, je me suis porté volontaire pour mettre autour d'une table avec toutes ces institutions-là pour en discuter, pour essayer d'élaborer, on va dire déjà au moins un projet, des bases de discussion pour qu'on arrive à trouver un terrain d'entente. Très concrètement, Jérôme Miret, on voit plein de bonnes volontés. Sur quoi vous seriez prêt, j'allais dire professionnellement, à faire un effort ? On parle des décibels, on parle des travaux, ça n'engage pas les mêmes choses. Ouais. Si dans 2 mois, on vous disait, voilà, il y a une urgence, un accord, un consensus, sur quoi vous vous engageriez ? Me tenir à cette réglementation, tout simplement, déjà. On va dire en bon citoyen. Qu'est-ce qui est faisable rapidement, soyons très clairs ? Qu'est-ce qui est de l'ordre du facile ? De mettre des limitateurs, par exemple. Imposer des limitateurs à ces établissements-là. Mais après, encore faut-il connaître le seuil. Il faut programmer ces limitateurs. Voilà. Il existe des moyens techniques pour le faire. Dans tous les pays du monde, les discothèques ont des limitateurs. Donc là, il y a plusieurs discothèques qui jouent le jeu, qui ont investi dans des limitateurs. Des grosses enseignes de Lance-Vata ou de la Baie de Citron en ont mis. Mais maintenant, à combien on doit le programmer ? Si le voisin côté le programme à 115 décibels, alors que de manière normale, il devrait être à 85 ou 90, par exemple, je dis peut-être une bêtise sur les normes, comment voulez-vous que ça fonctionne ? Ça ne peut pas. Vous savez, d'autres collectivités l'ont fait avant nous. Attendez, toutes les collectivités en France. Je veux dire, on ne peut pas imaginer que, parce qu'on est en Calédonie, les seuils de nuisance ou le seuil imposé par la réglementation soient à 70. Ça serait un non-sens. À la limite, je vais vous dire, si c'était ça, parce que c'est un rapport avec la santé, là, on porterait l'affaire devant les juridictions supérieures. C'est pas possible. Il y a des études médicales qui sont faites, etc. On sait que c'est ça, 60 la nuit et 65. Mais quand vous décidez que c'est 60, après, soit vous mettez un pianiste qui joue et il y aura 60 décibels à la porte, ça ira très bien. Ou si vous voulez mettre un orchestre rock, il faudra fermer les portes, les fenêtres et insonoriser. C'est ça, et c'est ça, je crois, les élus ont peut-être peur. Mais je veux dire quoi, une réglementation, c'est comme ça entraînera obligatoirement des gens qui diront non, mais là je peux pas exercer, je peux pas faire une boîte à ciel ouvert. Et bien si vous me proposez un terrain là-bas à côté du côté du supermarché, moi je vais faire une super boîte, etc. Je pourrais, parce que les gens ont besoin de ce niveau sonore. Il faut y penser. Voilà, c'est pas. Oui, il faut pouvoir avoir des alternatives, effectivement. Maintenant, voilà. Un complexe comme la Baie des Citrons, si demain il devait être fermé. On donnerait une drôle image de la ville de Nouméa aux quelques touristes qu'on arrive encore à avoir. Mais monsieur Hiré, moi je vais vous dire, les Nouméens, il y a une population qui va à la baie Citron la nuit et qui s'amuse, c'est tant mieux. Mais je peux vous dire qu'il y a une autre population qui a aussi des moyens, qui aimerait aller le soir dans la même terrasse avec un petit concert de piano, machin, etc., avec une musique douce, boire une bouteille de champagne. Je veux dire, cette population, elle existe, mais celle-ci, vous ne l'avez pas. Parce qu'elle n'a pas envie d'aller, c'est pas fait pour la même population. Donc, des solutions, il y en a. Mais moi, je peux vous dire, si j'étais gérant... Après, je ne pense pas qu'on puisse vivre seulement avec cette population-là. Peut-être que je changerai d'idée, mais par contre, on sait très bien que tous les établissements nocturnes à production sonore violente ne sont plus dans les centres-villes, ils sont à l'extérieur des villes. Mais c'est évident. Et si on devait tout excentrer, par exemple, je me pose la question, comment les gens vont s'y rendre ? Parce que de toute façon... Les gens ne vont pas prendre le volant, ils ne sont pas censés prendre le volant en ayant consommé un peu d'alcool. Donc les transports, ça va être un nouveau problème. Monsieur Ray, tous les gars que j'en connais, là, ils viennent tous du Mont d'Or, les rugbyman, etc. Ils prennent une voiture pour venir à la Baie des Citrons, ça revient au même. Ah, mais pareil. Moi, personnellement, déjà, j'essaie d'avoir un taxi sur Nouméa, j'arrive pas à en avoir. Donc, ça fait partie des aménagements qu'il faudrait faire. Alors là, mais ça fait partie des discussions. Jacques Pignol, pour finir, vous attendez donc cet avis du tribunal administratif. Est-ce que vous avez malgré tout encore espoir d'être entendu de façon, j'allais dire, amiable ? On a l'impression que vous êtes un petit peu... que l'association est un petit peu isolée, qu'elle n'est, j'allais dire, volontairement pas entendue. Mais on nous a taxé de trop produire. Pas entendu, je vais vous dire. Est-ce que vous êtes un petit peu extrême dans vos démarches, finalement ? Peut-être. Et on va l'être de plus en plus, parce que... Au risque d'être de moins en moins considéré. Voilà. Non, mais vous savez, les problèmes d'environnement... Je ne vais pas prendre exemple sur d'autres associations environnementales.
on est obligé de passer par des phases, je dirais, officielles et juridiques pour se faire entendre. Mes prédécesseurs ont mis 3 ans, 4 ans à négocier. Moi, j'ai mis 2 ans à négocier pour rien. Vous croyez que je ne vais pas attendre une année de plus? Ça n'a servi à rien. J'ai été reçu par tout le monde. Et tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Sauf que quand tu leur dis, alors qu'est-ce que vous faites? Rien. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on va saisir la justice. Mais attendez, il y a la limite, je vais vous dire. Il y a certains m'ont dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que les élus, ils ont besoin souvent d'être peut-être poussés à prendre des décisions qu'ils ne veulent pas prendre au risque de déplaire peut-être à certains commerçants, je ne sais pas. Après, effectivement, tout le monde n'est pas modéré tout le temps dans cette lutte, parce que d'ailleurs, on a échangé dernièrement, nous, M. Pignol, ensemble. Les gens ont tendance à faire amalgame entre tous les établissements, encore une fois. J'en ai été victime en début de semaine, un courrier que vous aviez adressé à la mairie mentionnant justement l'un de mes établissements. J'ai contacté M. Pignol pour lui avertir que sa source était fausse. Donc heureusement, il a fait un courrier rectifiant ça. Sinon, effectivement, pour certaines personnes, ça devient des actes diffamatoires, puisqu'on met tout le monde dans le même panier et on dit de toute façon, c'est là-bas et c'est le complexe. On ne sait pas d'où vient le bruit là-bas, donc on a le droit de se tromper. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation, d'être venus débattre sur NC Première ce midi. Ce face-à-face est terminé. Vous pouvez le réentendre dimanche à 17h, et une émission également à retrouver sur notre site internet www.ncpremière.nc. Bon après-midi à tous. Restez bien à l'écoute. Tout de suite, c'est de la musique.